Nouveau doute de la guette, nouvelle difficulté. La guette se heurte, lui, à des difficultés quotidiennes. Aussi s'empresse-t-il de mettre Colbert en garde contre l'optimisme du duc. Je vous dirai confidemment, lui écrit-il, qu'il ne faut pas tout croire ce qui sera contenu dans les relations qui seraient envoyées au roi, car j'ai déjà ouï dire que tout n'est pas juste comme on le rapporte. J'ai été surpris d'entendre que M. de Beaufort fasse un si grand mépris des forteresses d'Alger, vu que l'année dernière il les publiait inexpugnables. Une semaine plus tard, il se plaint à Colbert. Au moment où M. de Beaufort est arrivé, il a publié qu'il ne demandait rien pour les vaisseaux et qu'il était prêt à repartir. Mais enfin, cela n'a pas duré, puisqu'il n'y a aucun navire auquel il n'eût fallu fournir quelque chose, et même assez considérablement, sur quoi j'ai quelquefois été obligé d'être un peu plus revêche que l'on aurait désiré. Il faut dire que Colbert, en bon gestionnaire, tient serré les cordons de la bourse alors que la guette doit faire face à de nombreuses dépenses imprévues. Les capitaines de vaisseaux viennent par exemple de renvoyer des quantités de mousquets au magasin après les avoir rompus parce que, disent-ils, ils ne valaient rien. J'avoue ingénument, confirme l'intendant, qu'il y en a beaucoup de fort vieux et qu'on me donne l'occasion de vous proposer d'en faire acheter à Sedan 3 ou 4 000 avec des bandoulières. Cela coûtera fort cher. L'intendant est également contraint d'acheter aux Anglais de nouveaux esclaves pour compléter la chiourme des galères dont l'État est loin d'être aussi brillant que ne l'affirme Beaufort. Il aura également besoin de beaucoup d'argent pour noliser les dizaines de navires marchands nécessaires au transport des vivres, munitions, matériaux et matériels divers nécessaires à l'expédition. Car la marine royale ne possède quasiment plus de bâtiments de transport. Plusieurs ont été transformés en navires hôpital et l'on a dû convertir la Françoise en flûte pour le transport de bagages des officiers et de leurs victuailles. Aussi, Beaufort a-t-il dû, par toute la côte de Provence, faire défense à tout navire de sortir des ports jusqu'à ce qu'on ait choisi ceux qui seront nécessaires à l'armement qui se prépare pour quelques notables entreprises. La guette s'inquiète aussi du moral des équipages. J'ai fait condamner aux galères quelques déserteurs des équipages des vaisseaux, signale-t-il à Colbert. Cela servira à remplir les chiourmes et à donner exemple aux matelots qui sont engagés au service. L'embarquement des troupes. Les troupes prévues pour le débarquement devaient à l'origine comprendre 1200 hommes de Malte, embarqués sur les galères de l'Ordre, 800 hommes des régiments des vaisseaux sur les galères de France, et 3500 soldats des régiments français qui, avec une centaine de volontaires, devaient prendre place sur les vaisseaux. Mais ce sont en fait plus de 4500 hommes des meilleures troupes du royaume qui, désignés par le ministre de la Guerre, sont arrivés à Toulon. Quant aux volontaires, ils sont plus de 200 accompagnés chacun d'un valet et d'encombrants bagages. En cette époque de paix, les gentilshommes d'épée, désœuvrés et à la recherche d'occasions pour se distinguer, affluent pour aller s'illustrer en Afrique auprès du duc de Beaufort. Aux grandes dames des gentilshommes volontaires, accoutumés à combattre à cheval, ce corps expéditionnaire ne comprend pas de cavalerie. Aussi, les 4500 hommes de l'armée de terre appartiennent-ils tous à des régiments de pied. Ils sont au nombre de 5, le Royal et les régiments de Picardie, de Navarre, de Normandie et des Gardes. Ces unités d'élite se sont illustrées encore récemment lors de la guerre d'Espagne. Picardie s'enorgueillit d'être le plus vieux régiment de la chrétienté. Il remonte à 1480, sous Louis XI, époque où ses soldats portaient le nom redouté des bandes de Picardie. Il n'a pris son appellation de régiment de Picardie qu'en 1569, année qui fut aussi celle de la création du régiment de Navarre. Les hommes portent des uniformes de couleurs différentes suivant les régiments. On reconnaît ceux du Royal à leur juste corps blanc, apparemment bleu, et ceux des Gardes à leur uniforme gris-bleu galonné d'argent. Chacun de ces régiments d'infanterie est composé de 20 compagnies d'une cinquantaine d'hommes, comprenant un nombre égal de mousquetaires et de piqueurs et quelques grenadiers. Les soldats d'une même compagnie se reconnaissent à la couleur des nœuds de ruban qui ornent leurs épaules.
Les officiers portent des uniformes plus riches et mieux ornés que ceux de leurs troupes. Les officiers du régiment des gardes arborent des habits d'écarlate brodés d'argent. Leur taille est ceinte d'une écharpe d'argent, leur chef couvert d'un large chapeau de feutre à plumes de couleur et leur cou protégé d'un hausse-col doré. Ces afflux de troupes, bien supérieurs à ce qui était prévu à l'origine, posent un sérieux problème. La place manque à bord. On attend, il est vrai, les vaisseaux de Vivonne et de Fricambo, ainsi que des navires réquisitionnés qui, faute de budget, n'ont pu encore été noulisés. Gadagne prend son commandement à Toulon. Avant de gagner la Provence pour y prendre son poste, le général Gadagne est reçu à Saint-Cloud par le roi. Rien ne filtrera de cette entrevue, en dehors d'une allusion que Gadagne fera un an plus tard dans son mémoire au roi sur Gigery. Connaissant le déplaisir et l'inquiétude que cause à Louis XIV l'indiscipline de ses armées, on peut supputer que le souverain a donné au général de fermes consignes d'une application stricte des règlements, consignes qui lui confirme peu après par écrit. Vous devez tenir la main, lui enjoint-il, à ce que les capitaines et officiers de mon armée, avec laquelle vous vous embarquerez, aient leur compagnie bien complète et qu'elle soit en bon état, leur en parler de ma part et y prendre garde de si près à leur embarquement que vous puissiez me rendre compte de la force et de la faiblesse de chaque corps en détail avec une entière exactitude. Je m'en repose donc sur vous et attends le mémoire que vous m'en enverrez pour juger avec connaissance du soin que chacun aura pris de satisfaire à son devoir. Louis XIV veut tout savoir, tout contrôler, tout ordonner. 3 ans plus tôt, dans sa volonté de centraliser les pouvoirs en ses mains, il a rendu une ordonnance demeurée célèbre. Elle stipulait que les maîtres de camp des régiments d'infanterie, étant à la solde de Sa Majesté, prendront désormais la qualité de colonel et les commanderont immédiatement sous l'autorité de Sa Majesté. En clair, cela signifie que le roi, supprimant ce qu'il considérait comme un vestige de la féodalité, peut désormais donner directement des ordres aux commandants d'unité, sans passer par leur chef. Cette possibilité que s'attribue le roi de faire fi de la voie hiérarchique va devenir la source de fréquents conflits au sein de son armée. Dès son arrivée en Provence, Gadagne, muni de ses ordres, réunit à Aix tous les officiers qui s'y trouvent et leur ordonne de tenir leur compagnie complète de bons soldats, et les informe qu'il rendra exactement compte au roi de l'état où il les aura vus. Ce soin que j'ai pris, écrira plus tard Gadagne, fit des mécontents. Les factieux s'en prévalurent pour solliciter ceux qui avaient leur compagnie en mauvais état d'entrer dans leur cabale. Parmi ces factieux, Gadagne va vite repérer 2 hommes qui le détestent particulièrement. Monsieur de la Marque, colonel du régiment de Picardie, et son père, Monsieur de la Boulaye, un ancien frondeur venu comme volontaire pour soutenir de ses conseils le duc de Beaufort. Après la campagne, Gadagne fera part au roi du profond mépris que les sieurs de la Boulaye et de la Marque, père et fils, lui inspirent. Si la nature les a unis par le plus étroit de ses liens, écrira-t-il, la fourberie les a joints par tout ce qu'elle a de plus subtil et de plus lâche. À la mi-juin, Gadagne passe une nouvelle et sévère inspection des troupes avant leur embarquement. Compagnie par compagnie, il recherche les passe-volants, ces hommes qui n'appartiennent pas au service. Il en repère un bon nombre et dans l'ordre exprès d'éliminer ces intrus. Certains commandants d'unité refusent d'obtempérer. Gadagne furieux va se plaindre à Beaufort. Celui-ci fut tellement convaincu de la justice de ma plainte, rapportera Gadagne au roi, qu'il alla lui-même avec l'intendant de la marine en retirer plus de sang qui avait été embarqué nonobstant le rebut que j'en avais fait. Cette circonstance devait faire connaître à monsieur le duc de Beaufort que je n'avais d'autre intérêt que celui du service. Il devait profiter de la connaissance que cette occasion lui en donnait pour effacer de son esprit les mauvaises impressions qu'on lui avait données de ma conduite. Mais on s'en était déjà tellement emparé qu'il me fut impossible de rétablir l'intelligence qui devait être entre lui et moi. Tel est déjà le déplorable état des relations entre Beaufort et Gadagne, et entre Gadagne et ses officiers, alors même que l'expédition n'a pas débuté. À Toulon,
Personne n'ignore la tension qui se développe entre les chefs de l'expédition, et déjà la rumeur en parvient à la cour. Pourtant, Beaufort, dans chacun de ses rapports, affirme à Colbert, avec une insistance maladroite, que règne une entente parfaite au sein de son état-major. L'union est ici fort grande entre tout le monde, écrit-il le 10 juin, et il n'y aura rien qui puisse altérer ce que l'on doit au service de notre maître. Et je m'accommoderai toujours facilement avec tous ceux qu'il commettra, et je ne ferai jamais rien que de concert avec tous les officiers généraux. Le 24 juin, il renouvelle ses propos rassurants. On va avec raison et obéissance exécuter les intentions et commandements de Sa Majesté, qui doit être assurée d'une parfaite union parmi tout ce qui est ici, qui apparemment durera tout le temps de notre voyage. Mais en demandant à Colbert quelques lignes plus loin, la grâce de ne pas croire ce qu'on lui demandera sans en être bien éclairé. Beaufort ne peut qu'accroître les doutes du souverain sur cette union parfaite. Si nous ne retrouvons aujourd'hui plus de traces du mémoire que le roi avait ordonné à Gadane de lui adresser pour rendre compte des forces et des faiblesses de chaque unité, les archives de la marine nous livrent en revanche un rapport où la Guette décrit à Colbert l'état des différents régiments qu'il a inspectés en compagnie de Gadane. Nous avons fait, écrit-il, une seconde revue sur les vaisseaux et avons retiré quelques soldats des régiments qui n'ont pas été jugés propres au service en Barbarie. Les 6 compagnies des gardes sont très belles et fortes. Picardie est en assez bon état pour en être content. Navarre a 4 à 500 bons hommes, mais le reste est composé de jeunes gens mal armés et mal vêtus. Normandie a quelques bonnes compagnies, mais en général n'est pas si bon que les autres. Et le Royal est un des meilleurs régiments que l'on puisse voir. Les 16 compagnies des régiments des vaisseaux qui sont embarqués sur les 8 galères sont aussi très bonnes et très complètes. Les retards s'accumulent. L'embarquement des troupes commence, mais la Reine et le César, les vaisseaux de Vivonne et de Fricambault ne sont toujours pas là, et l'on n'a pas encore nolisé suffisamment de navires de transport. Beaufort s'inquiète. Il rend compte à Colbert. Pour les barques et les vaisseaux marchands, je n'ai pas encore pu en avoir le nombre, quoique je l'ai demandé plus d'une fois à ceux qui s'en mêlent. La plus grande partie est à Marseille et autres lieux. Je presse de toutes mes forces pour les faire venir ici. Il n'aurait aucun répit que nous ne soyons à la voile. Le temps nous est très cher. On obtient finalement de Colbert l'autorisation de nouliser d'autres navires. Et pour réduire le chargement, on décide de limiter les réserves de vivres et de munitions. Une autre escadre, sous le commandement de M. de Martel, apparaîtra au début de septembre pour l'Afrique afin de compléter ce ravitaillement et faire parvenir d'éventuels renforts. Il est nécessaire, écrit la Guette à Colbert, que les secours arrivent à Gigery devant fin septembre. Il y a des vivres sur les bateaux jusqu'à fin novembre, sur les galères jusqu'à fin octobre. Mais Beaufort conteste cette affirmation. Pour une fois, il apparaît moins optimiste que l'intendant. Il est important, montre-t-il à Colbert, de donner ordre de bonne heure au rafraîchissement du poste que Dieu nous fera la grâce de prendre et sans attendre les vaisseaux de l'escadre de M. Martel.